Bonsoir à toutes et à tous. Lucas Acli de Digital Inclusif et moi-même, Cécile Perret de Cécile Perret Conseil, sommes très heureux d'accueillir ce soir trois invités qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation pour participer à cette table ronde sur la neurodiversité et l'alternance. Nous attendons notre invitée surprise, Céline Listraou, qui semble être coincée dans les transports, donc qui arrivera certainement pendant la table ronde. Donc nous avons choisi de traiter le thème de l'alternance et de la neurodiversité. On est toujours sur la thématique de la neurodiversité dans le monde professionnel quand on fait ces soirées avec Lucas. Et on s'est dit que cette thématique orientée sur l'alternance avait peut-être quelque chose de spécifique à prendre en compte, notamment dans le fait qu'en alternance, on a des personnes qui sont pendant un certain temps dans l'entreprise, puis un autre temps en organisme de formation, et que cette particularité de l'emploi en alternance pour les personnes neuroatypiques pouvait avoir un impact. Donc, nos trois invités sont Caroline Garnier, qui est la Head of People and Culture pour la France et le Maroc de SAP France. Bonjour. Bonjour. Caroline, si vous voulez peut-être vous présenter rapidement. Oui, effectivement, je suis donc la DRH en langage courant. Alors moi, j'ai un terrible écho, je ne sais pas vous, en langage courant. Donc pour SAP France et pour le Maroc, peut-être un petit mot sur qu'est-ce qu'est SAP. Je ne sais pas si on en parle après pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc c'est la première entreprise tech de souche européenne. Leader européen donc des solutions de gestion pour les entreprises avec plus de 100 000 collaborateurs au niveau mondial, 2500 en France, 50 ans d'existence. Donc, on est une entreprise allemande de B2B. On accompagne les entreprises dans leur transformation, transformation digitale, et notamment via l'intelligence artificielle. Et la D&I et notamment la neurodiversité sont des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur chez SAP depuis longtemps. Merci beaucoup pour cette présentation rapide. Effectivement, on reviendra sur tout ce que SAP fait pour la neurodiversité pour les personnes neuroatypiques dans l'entreprise. Deuxième intervenant, toujours à distance, Benjamin Parmentier, qui représente le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et aussi son entreprise. Et qui va nous parler particulièrement ce soir du programme NeuroSource qui a été mis en place par le MEDEF. Ce que je te propose, Benjamin, c'est de vous présenter et présenter peut-être votre entreprise, votre parcours et ce que fait le MEDEF Aura rapidement. Oui, je peux faire ça très vite. Donc moi, je suis d'abord un dyslexique moi-même, un dyslexique non reconnu du fait de mon grand âge de 44 ans. Donc j'ai eu un parcours plutôt de mec qui fait pas beaucoup d'efforts plutôt que de dyslexique. Ça parlera à certains. Et du coup, après, mon parcours, ça a été vendeur de jeux vidéo pendant 10 ans, ensuite formateur et formateur de formateurs pendant 20 ans. Et puis j'ai récemment, il y a 5-6 ans, fondé une start-up toujours dans l'éducation, mais aussi en lien avec le big data et l'intelligence artificielle, parce que c'est clairement là qu'il y a des choses à faire pour aller plus loin aujourd'hui. Et donc, en marge de mes activités, j'ai été sollicité par le MEDEF Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, pour participer à leur programme NeuroSource, qui s'appelait avant Indispensable, et qui est un programme d'accompagnement des entreprises et des employés dans l'entreprise qui sont dans le neuroatypisme et qui peuvent avoir forcément des difficultés, soit d'être performant, d'être efficace, soit de s'insérer. Et donc, du coup, je vais dans les entreprises et j'essaye d'accompagner les personnes et le management dans des cas très opérationnels, très concrets. Voilà. Merci Benjamin. On fait un petit coucou à Laurence Gattini et à Dylan Drouet qui sont à l'initiative, qui étaient à l'initiative indispensable et qui sont toujours au pilotage de NeuroSource. Voilà, et on leur adresse un petit coucou. Voilà, je vais essayer d'être à leur hauteur pour cette émission. On vous fait confiance. Christian Grappin,
qui est avec nous sur place, physiquement. Donc, Christian, vous êtes président de l'association Tremplin Handicap. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter le rôle de l'association? Oui, alors rapidement, c'est toujours un exercice de style pour moi, mais je compte sur vous pour me surveiller. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Christian Grappin, je suis le directeur. Pardon. J'ai un conseil d'administration au sein duquel il y a une présidente de l'association. Donc, je dirige l'association Handicap, qui est une association nationale d'intérêt général qui œuvre depuis 33 ans maintenant auprès des jeunes en situation de handicap, avec deux objectifs sociaux et sociétaux. Le premier, c'est de permettre aux jeunes en situation de handicap de réussir leur parcours d'études. Et deuxième objectif qui suit, c'est à l'issue de ce parcours d'études, quel qu'il ait été, c'est de favoriser la réussite de leur insertion professionnelle. En handicap, quand on parle de jeunes, on parle de collégiens, de lycéens, d'étudiants et de jeunes diplômés en situation de handicap. Et donc, comme on les accompagne tout au long de leur parcours d'études, il y a entre autres, évidemment, la voie de l'alternance, que ce soit par l'apprentissage ou la professionnalisation, qui permet à ces jeunes d'augmenter leur qualification tout en découvrant le monde professionnel. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, comme on l'a indiqué, le thème de la table ronde, c'est neurodiversité et alternance. Et je vais commencer par vous poser une question à chacun d'entre vous. Peut-être que Christian, vous voudrez commencer pour répondre. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot neurodiversité? Je m'apprêtais à vous poser la question. Parce que on a beaucoup de mal à cerner tous ces profils que l'on branche, que l'on catalogue, que l'on étiquette dans la neurodiversité. Alors, nous, selon chez Tremplin Handicap, cadre de la neurodiversité, c'est tous les troubles du langage et de l'apprentissage, c'est du spectre autistique, c'est les troubles de déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité, et j'en oublie certainement. En tout cas, c'est troubles d'abord qui sont des troubles invisibles, qui ont dans ces fameux 80% de handicap invisible, et que du coup, alors je parle par rapport à notre expérience, tant les jeunes que leurs parents, que le monde de l'entreprise avec lequel nous travaillons tous les jours a parfois du mal à appréhender. Et donc, je pense que c'est un sujet qu'on abordera, c'est comme le disait Benjamin tout à l'heure, on disait, mais moi, j'étais un jeune feignant et non pas un dyslexique. Céline, merci de nous avoir rejoint. Je pose la question à nos intervenants de leur définition de la neurodiversité. Donc, je propose de la poser à Caroline maintenant, puis à Benjamin, puis on reviendra vers toi pour nous présenter qui tu es et ce que tu penses de la neurodiversité. Comment tu définis la neurodiversité? Caroline, votre définition de la neurodiversité? Alors moi, elle est un petit peu différente. Pour moi, c'est un terme assez générique, finalement, qui regroupe effectivement les troubles, si on veut les appeler comme ça, mentionnés par Christian, mais également, je dirais, les neurotypiques aussi. Et pour moi, c'est vraiment l'idée selon laquelle on est vraiment tous différents et complémentaires, alors en l'occurrence par intermédiaire de nos cerveaux. Et je pense que cette neurodiversité, elle commence à être juste prise en compte par un certain nombre d'entreprises maintenant et qu'il est souhaitable d'avoir une certaine diversité, un équilibre, parce que la norme n'est justement… la seule présence de la norme n'est pas souhaitable, donc il est préférable de créer un environnement où chacun peut vivre avec sa différence et en faire bénéficier les autres. Voilà, je dirais ça comme ça. Ok, merci Caroline. Benjamin, pour le MEDEF-Aura, c'est quoi la neurodiversité? Bon, je ne sais pas si je peux parler au nom de MEDEF, mais en tout cas, moi, en tant que, vous l'avez compris, hein, je peux parler un peu de pédagogie, je peux difficilement parler de neuroatypisme de manière générale, mais l'expérience que j'en ai eue depuis que je travaille sur ce projet, c'est vraiment effectivement une grande différence d'une personne à l'autre. Et
Et c'est presque un jeu à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau et qu'on commence à échanger avec de « Ah oui, ça pour moi c'est pareil. Ah mais non, ça pour moi c'est différent. » Et c'est assez agréable quelque part de voir qu'on n'arrive pas justement à mettre les gens dans des cases ou dans des grandes catégories, qu'à chaque fois il faut chercher. Alors évidemment, il y a l'expérience sert quand même à trouver des points communs et donc des choses qui vont pouvoir aider. Mais voilà, il n'y a pas de grande règle, donc j'aurais bien du mal à vous donner une définition, je suis désolé. Mais c'est bien de ne pas avoir de définition. Céline, donc Céline Mistrao, qui nous a rejoint, fondatrice et directrice du magazine Zèbre et compagnie. Je te laisse te présenter et nous dire ce que tu mets derrière la définition de neurodiversité. Alors, je vais d'abord, la chose intéressante, c'est la définition de la neurodiversité. Le fait même d'essayer d'établir une définition, c'est intéressant comme geste, parce que finalement, c'est un geste qui nous remet dans le cadre d'une norme. On adore, nous, être humains, ça nous rassure. On a besoin de se rassurer. Donc, on met les gens, les choses dans des cases, dans des tiroirs. On appelle ça, mais on les catégorise. Toute l'histoire de la science, c'est ça, c'est catégoriser. On catégorise le vivant, il y a l'animal, le végétal, le machin, puis au fur et à mesure qu'on apprend, on continue à faire des catégories qui sont de plus en plus petites. Donc, ça fait partie de on est des êtres humains, on est fait comme ça, on aime catégoriser, ça nous rassure. Ce qui est fabuleux dans le vivant, quand on fait un pas de côté, en biologie, c'est que, en fait, la biologie, elle se catégorise dans nos catégories mentales, mais en fait, c'est juste le vivant. Le vivant, il explose, le vivant, il exalte, le vivant, on ne peut pas dire de un brin d'herbe, toi, tu dois faire 1 centimètre, et toi, si tu fais 1,5 cm, non, tu n'es plus un brin d'herbe, tu es autre chose. Donc, on essaie dans cette neurodiversité de mettre tout ce qu'on ne comprend pas, mais déjà le fait de l'y mettre, quelque part, c'est la trahir. Donc, si on doit donner une diversité, je pense que nous sommes tous, en fait, nous sommes tous neurodivers, même ceux qui sont le plus typiques on va dire, on va faire un moment, un centre, un partage des eaux de la typicité, même celui-là, il n'existe pas. Mais je raconte souvent un truc que m'a raconté un ami qui était ingénieur à la NASA. Il me disait, pendant des années, aux États-Unis, les ingénieurs de la NASA ont fait des tas d'avions avec un poids moyen, une taille moyenne, pour rationaliser le moment où, quand on appuyait sur le éjecte, le siège éjectait mieux. Et en fait, ça ratait toujours parce que la personne moyenne qu'ils avaient créée ne correspondait à aucun des pilotes. Mais c'est formidable. Voilà, et je pense que la notion de typie et la notion de neuroatypie, il faut juste la remettre à la hauteur de l'humain, c'est ça qui nous intéresse. La neurodiversité, c'est juste la diversité des pensées. Voilà. Donc, il y a des pensées atypiques, il y a des pensées, il y a des gens qui sont dyslexiques, il y a des gens qui ne sont pas dyslexiques, il y a des gens qui sont dyslexiques et d'autres qui ne le sont pas, ou qui le sont un peu, d'où l'intérêt de la notion de spectre qu'on commence à évoquer depuis une dizaine d'années. Et ce spectre nous montre bien qu'on peut être un tout petit peu quelque chose et pas tout à fait, et puis finalement, ça peut être tout. Merci Céline. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet de l'alternance et de la neurodiversité, je vais vous questionner un petit peu sur les actions qui sont mises en place dans vos différentes structures sur l'accompagnement des alternants neuroatypiques. Et par exemple, Caroline, est-ce que vous auriez des chiffres, des actions que vous avez mises en place que vous pourriez Alors, les chiffres. par rapport à ça? Alors, les chiffres, c'est un peu plus compliqué. Nous, on a un programme, notamment Autisme at Work, qu'on a lancé il y a 12 ans maintenant. Alors, on s'ouvre bien sûr à d'autres formes de diversité, neurodiversité depuis un moment. Alors, il est difficile d'avoir vraiment des chiffres parce qu'après, on a des chiffres, nous, sur l'autisme. Alors, par exemple, c'est pas un chiffre sur l'alternance, mais on a 240 personnes autistes au sein du groupe. Après, on est en train de développer une enquête pour pouvoir justement essayer d'avoir un peu plus d'informations et de matière donc au niveau mondial sur, par exemple, la dyslexie, les TDAH, etc. Alors après, sur les mesures d'accompagnement qu'on met en place, on a beaucoup appris en ces 12 années, notamment de programmes Autisme at Work au sein des SAP. Et en fait, ce programme est parti d'un constat qu'au démarrage, un des challenges, notamment pour les personnes autistes, c'est de trouver leur premier poste.
quand ils n'ont pas encore d'expérience professionnelle, quand bien même ils peuvent être très diplômés. Et qu'ils avaient du mal à passer le cap des entretiens de recrutement. Donc, en fait, on a, depuis un certain nombre d'années maintenant, adapté nos méthodes de recrutement, formé nos recruteurs pour les sensibiliser aux candidatures d'alternants, de salariés en situation d'autisme, de handicap, de neurodiversité, etc. Ça a permis d'être plus à l'écoute des différents types de neurodiversité. Et également, on a adapté, on va dire, les conditions de l'entretien. Donc, on essaye, en fonction des profils et des métiers sur lesquels ils postulent, de réaliser ces entretiens dans des conditions optimales. Par exemple, on peut donner plus de temps pour réaliser un test en langage informatique. On peut également demander des vidéos de présentation parce que ça peut être un process qui peut être un peu moins stressant qu'un entretien. On fait des entretiens moins académiques en évitant la présentation linéaire de son parcours et on privilégie parfois les mises en situation concrètes, les cas pratiques. En tout cas, on essaye de s'adapter quand on a connaissance, effectivement, d'une neurodiversité du candidat. Ensuite, une fois qu'on intègre l'alternant dans nos équipes, on s'est rendu compte que les premiers moments étaient très importants et on accompagne donc aussi bien l'étudiant lors de son intégration, mais également son manager et son équipe au global. Donc, cet accompagnement, il peut être réalisé en amont de l'intégration, notamment pour définir des besoins spécifiques, que ce soit par exemple une salle isolée, un matériel spécifique, etc. Mais aussi qui va durer tout au long de la période d'alternance au sein des équipes. Donc, on travaille en partenariat avec un cabinet externe spécialisé. Et puis enfin, alors j'ai enfin, mais il y a d'autres mesures, on veille aussi à ce que nos stagiaires alternants bénéficient d'un buddy, notamment pour les accompagner et faciliter leur intégration au sein des équipes. C'est une démarche qui est mise en place en fait grâce à une mobilisation importante de nos collaborateurs qui se portent volontaires pour accompagner ces étudiants en situation de neurodiversité. Donc, on a également des actions de sensibilisation pour faire changer le regard de tous vis-à-vis de la neurodiversité, du handicap ou aussi de l'autisme qui est un de nos moteurs initiaux. Et bien sûr, on offre beaucoup de souplesse aussi en termes d'organisation du travail, du télétravail, parce qu'on sait que selon les profils, les transports, ça peut être fatigant, etc. Pour aussi des rendez-vous éventuellement médicaux si besoin. Voilà un petit peu, en quelques mots, ce qu'on peut mettre en place en termes d'accompagnement. Voilà. Ok. Merci, Caroline. Benjamin, alors, les accompagnements d'alternants neuroatypiques, finalement, c'est le rôle de nos ressources. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez une explication du rôle de nos ressources, finalement, sur l'accompagnement de ces alternants? Oui, je peux vous expliquer en tout cas, comme je le disais en ouverture, les cas concrets sur lesquels moi j'ai travaillé. J'ai eu trois situations où c'était des alternants. Quelqu'un qui était donc alternant élagueur, un autre qui était dans la restauration, et puis une dernière qui était recrutement RH. Et déjà, la première chose qui me frappe et qui fait écho à ce que vous disiez, c'est le fait que je pense quand même que beaucoup des difficultés qui sont soulevées par la dyslexie ou d'autres neuroatypismes, c'est le côté surcharge mentale, le côté difficulté de gérer plein de choses en même temps, etc., et de faire face à ça. Et du coup, forcément, école plus travail, ça peut être compliqué. Et puis, donc, dans le sens deux univers à gérer. Et donc, on a beaucoup vu ça, cette difficulté-là. Et en plus, je pense que l'ironie est que souvent, quelqu'un de neuroatypique pas systématiquement, on a besoin de plus de temps pour pour apprendre, plus de temps pour se préparer à une situation, etc. Et qu'en fait, le fonctionnement de la société aujourd'hui souvent les pousse dans des choses où il faut aller vite.
Donc moi, les 3 cas que j'ai connus, il y en a au moins 2, c'était ça. C'était recrutement RH, donc il fallait recruter du charisme, il fallait recruter 30 personnes par jour, etc. Donc c'était très très compliqué pour elle de suivre ce rythme-là. Et puis la personne dans la restauration, je vous laisse imaginer la difficulté, quoi. Et puis du coup, forcément, le passage qui se fait, c'est cette espèce de, puisqu'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas parce que ça va trop vite, c'est forcément qu'il n'est pas capable d'apprendre ou qu'il n'y arrivera pas. Et donc l'action qui est menée la plupart du temps, c'est simplement une action d'échange avec tout le monde, en fait. Donc Caroline, tu parlais des managers, aussi, moi la première fois que j'arrive, je suis souvent en contact avec la personne RH, etc., qui me met en contact avec l'alternant. Moi je dis je voudrais parler au manager. Alors ok, il est dans l'atelier, il faut aller le chercher. Bon, on va le chercher. Et on discute avec le manager. Et souvent il y a beaucoup de soulagement de rien que là, parce que le simple fait d'en parler, d'échanger, etc., ça permet cette de déjà décrisper un peu la situation, on va dire, et de faire avancer. Mais du coup, pour répondre à ta question directement, c'est plutôt ça, moi, qui me surprend beaucoup, c'est ce fait que souvent, ça pousse les gens, typiquement dans le genre de situation où leurs trous vont le plus ressortir, en fait. Et en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, moi. Ok, merci. Christian, vous avez beaucoup d'alternants neuroatypiques dans vos accompagnements? Oui, on en a pas mal. Nous, chez Tremplin Handicap, on accompagne à peu près plus de 1000 jeunes par an. D'accord. La majorité, 75-80%, sont des jeunes qui sont en post-bac. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des collégiens et des lycéens. Et sur l'année 2024, on a accompagné 320, à peu près 320 jeunes catalogués dans le cadre de la neurodiversité. Et en grande majorité des garçons. D'accord. Très grande majorité des garçons. Et sur ces 320 jeunes que nous avons accompagnés, il y en a une petite quarantaine qui étaient dans une démarche de recherche d'alternance. 25% étaient dans des recherches d'alternance au niveau bac ou infrabac, et donc 65% sur les 115% sur les niveaux plus élevés. Sachant que nous, ces jeunes qu'on accompagne, ils sont chez Tremplin, quel que soit leur type de handicap, ils sont tous accompagnés individuellement par un chargé d'accompagnement qui va les accompagner dans le temps, tout au long de leur parcours. En moyenne, un jeune chez Tremplin Handicap accompagné 5 ans, 6 ans. On s'inscrit vraiment dans le temps long de la formation. Et notre rôle, c'est aussi de faire le lien avec nos entreprises partenaires. On a plus de 120 employeurs partenaires, je dis souvent entreprises, mais il y a aussi des acteurs publics. C'est pour ça que je modifie en disant employeurs partenaires. Et notre rôle, c'est d'accompagner aussi ces employeurs, issus handicap, recruteurs, managers opérationnels, équipes de travail, à s'ouvrir à ces profils et à les accueillir en alternance, mais aussi en stage, dans le cadre d'un premier emploi, ou job étudiant, ou job d'été. Voilà en quelques chiffres, notre démarche et la population de ces jeunes de la neurodiversité que nous accompagnons, qui ont les différents troubles que j'ai cités tout à l'heure. Il y a vraiment une diversité dans la neurodiversité. Céline, dans le dernier dossier de ZEP et compagnie, il y avait quelque chose sur les listes et l'entreprise. Sur l'entreprise en général et sur neurodiversité. Voilà, sur l'entreprise et la neurodiversité. Est-ce que vous êtes allé creuser le sujet de l'alternance Peut-être déjà présenter ZEP, parce oui, que j'ai répondu à la question tout à l'heure, je n'ai pas répondu, donc j'en ai amené c'est un trimestriel, on a aussi un site en ligne, c'est notre magazine, et c'est le magazine de la neurodiversité. Je ne peux pas faire plus large, avec des sujets, on a fait le pari d'aborder la neurodiversité comme une richesse,
je dis souvent la neurodiversité n'est pas un handicap. Je précise parce que ça fait éloigner certaines personnes. Notre société met les personnes neurodiverses en situation handicapante. Voilà, ils sont en situation de handicap. Je prends toujours l'exemple des personnes qui ont un TDAH, qui est un trouble que je connais bien, puisque mon fils chéri, adolescent, qui plus est, a un TDAH à 5-8 ans. Le TDAH, c'est une invention de notre temps. Non pas qu'il n'existait pas. Le TDAH, un vrai diagnostic. C'est pas le point. C'est que jadis, le TDAH, il explose quand on demande à des gamins de 14, 15 ou 16 ans de passer les fesses assis sur une chaise de 8 h du matin à 18 h. Évidemment, ça pose des problèmes. Quand je parlais avec mon père l'autre jour, qui pourtant n'a pas ce temps, qui m'expliquait que quand il était à l'école, il allait à l'école et puis quand il fallait aller faire les foins, il allait faire les foins, comme beaucoup de gens de sa génération. Que les gens qui allaient vraiment à l'école à plein temps, ça date de l'après-guerre mondiale, mais qu'avant, par des gamins, ils n'allaient pas à l'école stop du matin au soir. Quand il fallait s'agiter, quand il fallait aider les parents, etc. Et évidemment, la notion même de TDAH, au XVIIe siècle, elle n'existait pas, prenons un exemple, et au Xe non plus. Ça ne voulait pas dire que ces personnes n'avaient pas un TDAH, ça voulait dire juste que ce n'était pas handicapant dans leur vie quotidienne, tout simplement parce qu'on ne leur demandait pas de faire des choses qui sont intenables. Voilà. Donc, la neurodiversité n'est pas un handicap, mais on met les gens en situation handicapante. Cela dit, nous, à Zèbre, on est une rédaction où nous sommes tous neuroatypiques. Voilà. Donc, il y a un neurotypique, ce qui fait de lui quelqu'un, finalement, dans le groupe, qui est totalement neuroatypique, ce qui remet le groupe au milieu du village. Et je dis souvent, pour répondre à l'alternance, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais en tout cas, en tant qu'employeur et en tant que directrice de la rédaction, moi, travailler avec des personnes neuroatypiques qui n'ont pas la même neuroatypique que nous, ça m'a beaucoup apporté en tant qu'employeur et ça m'a beaucoup apporté en tant que cadre. Je m'explique. Nous avons dans la rédaction un jeune homme qui est autiste. Au début, ça a été compliqué pour moi parce que ce jeune homme a deux spécificités. Il est journaliste débutant. Et nous, dans la rédaction, on ne travaille qu'avec des journalistes seniors et pour cause, on est très peu nombreuses parce que vous êtes des filles, on est très peu nombreuses. Et quand vous êtes sur une start-up, parce que le magazine Zèbre est une start-up, on est 3 salariés, donc vraiment, il faut vraiment avoir que des gens hyper capés pour ne pas perdre trop de temps. Et donc, ce jeune journaliste qui nous a rejoint, Pierre, est donc très débutant et autiste. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai agi comme toute chef de service ou rédaction chef ou patronne de n'importe quelle boîte. Quand vous avez l'habitude de travailler, donc j'arrive à vos alternants. Je la traverse, j'y arrive. Vous avez l'habitude de travailler avec des gens qui ont le même âge que vous, la même culture que vous, donc on va bien. Et une grande de papier, ça se finit par bon, tu vois, je voudrais que tu me fasses un papier là-dessus, aller à la louche 456, mais tu vois ce que je veux dire? Non, oui, bien sûr, ok. En général, ça se conclut comme ça. Quiconque n'est pas dedans ne le comprend pas. C'est des demi-mots, des machins et tout. Là, vous êtes avec un journaliste et une personne autiste, ça vous oblige à dire bon, alors, voilà le sujet dont nous allons traiter. Vous exprimez le sujet. Voilà l'angle que je désire que tu traites. Est-ce que tu as des questions à poser? Voilà le nombre de signes. Exactement. C'est pas à la louche, tu vas m'en faire 3 pages. C'est que tu vas m'en faire 4563 signes. C'est très bien. Et ça veut dire que vous, en tant qu'employeuse, vous êtes obligée d'être extrêmement précise dans ce que vous demandez à votre salarié. Mais c'est génial parce que, en fait, le temps que vous gagnez, alors sur le moment, on dit j'ai des choses à dire et tout, mais finalement, le temps que vous gagnez. Parce que quand la demande, elle est extrêmement précise, le prompt, vous direz pour de lire, quand le prompt, il est bon, le papier à l'arrivée, il est bon, avec des situations un peu rigolotes où vous dites au journaliste, il est bien ton papier, mais le chapeau, vraiment, là, c'est pas sexy.
Et là, vous voyez dans l'œil de votre ami que le chapeau, alors le chapeau, quand vous êtes journaliste, c'est la croche qui est en haut, qui est en gras, donc ça, vous savez, mais que le chapeau soit pas sexy. Donc la réponse de Pierre Fumi, Céline, pourquoi le chapeau, il devrait être sexy? Vous ne parlez pas de sexe. Ben non, bien sûr, mais et je me suis dit, c'est débile ce que tu dis. En fait, c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Et ce qui est fabuleux de travailler avec des personnes neurodiverses qui n'ont pas la même neurodiversité que vous, c'est que ça vous oblige à la fois à de la souplesse mentale, ce qui est bon absolument dans toute votre vie perso comme professionnelle à tout moment, et que par ailleurs, ça vous oblige à être extrêmement attentif aux faiblesses et aux forces de l'autre, comme vous espérez que l'autre sera attentif à vos faiblesses et à vos forces. Et ça vous oblige aussi à comment dire, à une précision conceptuelle qui vous demande un effort intellectuel, qui vous enrichit. On ne fait plus beaucoup d'efforts intellectuels, je trouve, de moins en moins dans nos vies quotidiennes. Vraiment, on est entouré de tas de choses qui font les efforts pour nous. Ça va de Google Maps quand vous êtes à la sortie du métro, perdu comme moi tout à l'heure, à l'IA qui va vous dire des choses, vous êtes dans votre voiture, vous ne pouvez plus le casser. On fait de moins en moins d'efforts intellectuels. La neurodiversité, c'est une richesse extraordinaire pour nous tous, et y compris pour ceux qui ne sont pas neurodivers, qui finalement n'existent pas. On est toujours neurodivers quelqu'un. Mais c'est fabuleux parce que ça vous oblige à une plasticité intellectuelle qui vous oblige à rester quelqu'un d'humain, finalement. Quelqu'un qui est capable d'envisager l'autre avec ses différences et ça vous enrichit. Pour moi, ça a été le fait de monter cette rédaction avec que des personnes neuroatypiques, ça a été une révélation de ma manière de travailler. Merci pour ce que tu viens de dire, parce que ça me permet de poursuivre mon questionnement sur quelles sont les réactions des managers, finalement, quand on leur annonce qu'ils vont avoir un alternant neuroatypique. Benjamin, est-ce que vous avez eu des réactions particulières quand Neurosource est venu dire aux entreprises on vous invite à accueillir des alternants neuroatypiques et vous allez devoir travailler avec. Alors nous, on n'a pas ce cas-là. Hein. On a toujours le cas où ils sont au courant, souvent, j'imagine, prévenus par la RH du groupe ou quoi avant. Et par contre, on arrive au moment où il faut aller faire un peu de pédagogie sur ce que ça veut dire et ce que ça implique. Et donc, on le fait de deux manières. On le fait avec une de mes collègues dans le projet qui est Annick, qui va animer des ateliers avec toutes les équipes pour leur montrer un peu comment ça fonctionne. Enfin, je pense que vous imaginez, hein, notamment ceux pour les 10 où on fait vivre des expériences avec des gants ou avec des écrits bizarres pour faire comprendre un petit peu ce que ça fait vivre d'être 10. Donc ça aide beaucoup aussi à démystifier la chose. Et puis après, c'est moi qui débarque et puis qui raconte ma vie. Et du coup, une fois sur deux, on apprend que le manager est dyslexique aussi, mais qu'il ne l'avait jamais dit. Donc, la plupart du temps, ça se passe assez bien. Parce que je pense que le plus important, c'est cette simplicité de parole, en fait. C'est de juste dire, etc. Après, je suis aussi amené souvent à aller sur le terrain pour rencontrer les tuteurs, qui la plupart du temps ne sont pas le manager, sont une autre personne. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'arrive, je me répète, je raconte mon histoire parce que ça me permet de parler en premier et de dire voilà, regarde, je suis pas un gars super malin qui vient t'expliquer comment il va falloir que tu gères ton nouvel alternant. Au contraire, je suis en galère aussi. Et qu'est-ce que t'en penses? Et puis le gars du coup dit d'accord, ok, ça veut dire ça, alors c'est pas un problème, etc. On va faire comme ça. Je dis ça a peut-être pas trop bien marché parce que justement ok, pas de souci, on va faire comme ça. Et venus comme ça, les gens sont étonnamment de bonne volonté, toujours, et toujours contents. C'est un petit peu ce qui vient d'être dit. Hein, c'est en fait quand c'est présenté comme ça et qu'on donne l'occasion de faire les choses différemment, en fait, on est content de pouvoir le faire autrement et de pouvoir adapter. Et je me permets peut-être de donner un cas très précis, très rapidement, de quelqu'un qui devait changer de poste chez Michelin. Et
et avec la responsable handicap c'était quelqu'un qui avait un RQTH. Donc avec la responsable handicap de Michelin, on avait fait tout un programme, on avait fait des fiches, etc. Et puis une fois arrivé sur le terrain, on a parlé à son tuteur qui a dit mais non, mais tout ça c'est pas bon du tout. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'on vit nous. Et du coup, venez voir, je vais vous montrer, etc. Et en fait, tout ce qu'on avait joliment préparé avant dans nos projections, on va dire, ne fonctionnait pas. Et finalement, c'est le binôme tuteur apprenant qui a construit ce qu'ils avaient besoin pour que ça se passe bien, et ça s'est super bien passé, quoi. Finalement, l'expérience sur le terrain a permis de Ouais, bénéficier. clairement. Et Caroline, vos managers réagissent comment? Je dirais que c'est un peu comme Benjamin, c'est-à-dire que nous, on n'impose personne, alors neurodiverse ou pas, hein, de toute façon. Donc, les managers sont au courant. Alors, parfois, il y a des craintes, hein, des freins, ça c'est sûr. Nous, on travaille aussi beaucoup, de manière générale, sur la sensibilisation de nos collaborateurs et de nos managers pour changer le regard sur toutes les formes de diversité d'ailleurs. On a une plateforme en interne SAP en fait mondiale avec plein de petits challenges sur différentes formes de diversité, dont la neurodiversité, et qui permettent d'être en situation un petit peu concrète et de sensibiliser, parce qu'on part du principe que pour faire évoluer notre culture durablement, c'est pas en faisant une session de sensibilisation par an que ça va changer. Donc ça part vraiment de ce principe-là. Après, on a une plateforme, nous, qui est mise d'ailleurs à disposition sur Internet de tout notre écosystème et de toute personne, où on partage nos expériences aussi, on fait témoigner des collaborateurs, des managers, de ce que ça a apporté aussi bien dans l'échange manager-collaborateur, mais aussi à toutes les équipes, à toute l'équipe, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ça oblige parfois à travailler différemment, à faire des job descriptions beaucoup plus précises que ce qu'on a l'habitude de faire, de tenir compte d'un certain nombre de choses. Et là, on voit que finalement, au bout du compte, ça profite à toute l'équipe. D'ailleurs, on a, je le disais en préambule, pour moi, la neurodiversité, c'est vraiment aussi bien les neuroatypiques que les neurotypiques. Donc, en fait, on fait souvent, hein, dans le domaine de l'ARH, des profils de collaborateurs, vous savez, avec des disques, des choses comme ça. On voit bien qu'on a différents profils. C'est la même chose. Et on voit bien qu'on essaye d'adapter notre façon de manager en fonction des différents profils, qu'ils soient neurodiverses ou pas. Donc, ça conduit effectivement à une plus grande attention à l'environnement, à l'installation, à la manière dont on fonctionne aussi. Nous, on vit dans un environnement de la tech où on se réorganise constamment, tout change tout le temps, on a des meetings, des redoublons partout, et là on sait qu'il faut faire quand même attention selon les profils à pas générer un surstress parce qu'on tout change tout le temps, etc. Et vraiment, je crois que ça profite à tout le monde, et les témoignages qu'on a régulièrement de nos collaborateurs qui sont confrontés au sujet sont très riches et appréciés. Et du coup, ça diminue les craintes et on accompagne bien sûr l'équipe, hein, comme je le disais tout à l'heure, le manager, pas juste au moment de l'intégration, mais au moins dans les 6 premiers mois. Alors, ça dépend après des situations, mais aussi bien avec un tuteur, un buddy, et aussi bien le collaborateur, l'équipe que le manager. Christian, les entreprises qui viennent avec l'emploi handicap, ce sont des entreprises, je suppose, volontaires. Oui. Mais est-ce que les managers de ces entreprises sont aussi volontaires et comment réagissent-ils? Effectivement, toutes les entreprises viennent de leur plein gré dans notre association. Mais derrière, est-ce que les recruteurs portent le même engagement, la même mobilisation? Est-ce que les managers portent la même mobilisation? Est-ce que l'équipe de travail porte la même mobilisation? Ça, c'est un autre sujet. Pour répondre à votre question, comment les managers réagissent lors de l'annonce de la neurotypie, nous, on ne parle pas de neurotypie, on ne parle pas de neurodivergence, on ne parle pas de type de handicap. Parce que tout de suite, ça va déclencher des réactions, des stéréotypes, des a priori, ça va générer des biais dans les postures des uns vis-à-vis des autres. Donc, on ne parle jamais de typologie de handicap. Il est sourd, il est malvoyant, on n'en parle pas.
En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà de mettre l'entreprise et ces différents acteurs que j'ai cités dans la bonne posture, de non pas raisonner en termes de handicap, mais de raisonner en termes d'adaptation, d'aménagement, de quelle posture dois-je avoir pour permettre à ce jeune, encore une fois, nous c'est des jeunes, pour permettre à ce jeune qui va intégrer l'entreprise de réussir pleinement son parcours. L'avantage que l'on a, c'est que, encore une fois, les jeunes sont suivis un petit peu et tout le temps. Ça, c'est le rôle de la charge et l'accompagnement, de faire cette mise en relation et cet accompagnement à la fois humain, avec un fond pédagogique pour déjà mettre les uns et les autres dans les bonnes postures, les bonnes attitudes vis-à-vis de ce jeune, de cette jeune qui vont accueillir en alternance dans leurs activités. Et dans le cadre de notre partenariat, on a un autre engagement, c'est qu'on s'engage ensuite à accompagner le duo alternante et manager tout au long de la présence de ce jeune ou de cette jeune dans l'entreprise. Si c'est 2 ans ou 3 ans, nous ferons l'accompagnement de ce duo. Et toujours pareil, un accompagnement non pas par rapport au handicap, mais est-ce que tout est mis en œuvre pour que cette alternance se passe le mieux possible? Est-ce que tout est mis en œuvre du côté de l'entreprise et aussi des jeunes? Parce qu'on voit que, et ça c'est grâce au suivi, on voit parfois que des freins aussi se mettent en place au niveau du jeune ou de la jeune, pensant que cette difficulté est liée au handicap, parce qu'on voit bien que le handicap cristallise beaucoup de choses, surtout dès qu'il y a des problèmes. Comme on dit, quand il n'y a pas de problème, bon, ben non, on ne s'aperçoit même pas qu'il est en situation de handicap. Bon, c'est pas sympa, mais dès qu'il y a un problème, c'est forcément le handicap. Et donc, ben, nous, notre rôle, c'est d'avoir une analyse très objective, et on s'aperçoit bien souvent, ce n'est pas le handicap qui est l'obstacle, mais plutôt comment chacun vit l'obstacle en le traduisant sous le prisme du handicap. Ça, c'est assez marquant. On a, par exemple, un jeune qui était rentré dans une entreprise pour une licence pro, donc c'est 1 an en alternance, et au bout de 3 semaines, il fait un bilan avec ce jeune, et il dit j'ai du mal à suivre le rythme, etc. Et donc, vous en avez parlé à votre manager, la réponse du jeune, non, parce que déjà, ils sont sympas, ils m'ont pris alors que j'ai un handicap, donc je ne vais pas les embêter. On interroge le manager, et bien oui, on se rend bien compte que le jeune a quand même du mal à suivre. Alors, outre le fait que c'est peut-être de lui donner un travail qui a été pour un poste à plein temps et non pas pour un alternant, mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est important dans l'alternance quand même. Hein. Et le manager lui dit, bon, ben, quand même, déjà avec son handicap, on ne va pas l'embêter, il faut des efforts. Mais le handicap n'avait strictement rien à voir. Donc, le suivi, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, tant pour l'un que pour l'autre, pour que l'un et l'autre apprennent à avoir les bonnes postures dans le monde professionnel et dans les difficultés qu'ils peuvent avoir. Finalement, la question d'après, c'était un peu le recours aux aménagements, aux adaptations des missions qu'il peut y avoir pour les alternants neuroatypiques. De ce que j'entends de vos 3 expériences, c'est que finalement, l'accompagnement, c'est quand même une clé de la réussite. Bah, moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Tremplin handicap, c'est l'accompagnement des jeunes, c'est l'accompagnement des entreprises et l'accompagnement des jeunes dans les entreprises. C'est nous, c'est notre ADN. C'est pas, pas juste un CV puis débrouillez-vous. Non, ça c'est pas. Et Benjamin, au MEDEF, au RAV, finalement, la clé du programme, c'est aussi l'accompagnement. Et de ce que j'en sais, il y a de l'accompagnement dans l'entreprise, que les entreprises, ça peut être. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un élagueur et vous avez parlé de Michelin, donc on est sur des tailles d'entreprise qui sont complètement différentes. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a aussi un accompagnement de l'organisme de formation. Oui, en fait, on peut intervenir dans les deux et quand il y a une demande, tout simplement. Et j'ai vu passer aussi dans les questions du chat de cette idée de jusqu'à quel âge et si c'est une grosse boîte ou petite boîte. L'idée
le fonctionnement du MEDEF, c'est d'aider toutes les entreprises, hein, puisque c'est à ça que ça sert, donc quelle que soit leur taille. Donc effectivement, il y a des PME, il y a des toutes petites entreprises. Je suis allé une fois dans un restaurant où il y avait 2 employés. Ça, c'est pas le problème. Au contraire, c'est assez riche de pouvoir aider, d'avoir toutes ces expériences-là. Il y avait un élément que, oui, c'est ça. L'idée, c'est aussi, on est là pour aider la personne à s'intégrer, que ça se passe mieux pour elle, mais on est aussi là pour aider à l'entreprise. Parce que très clairement, notamment quand on parle d'une petite PME, si l'alternant ne fait pas, je dis n'importe quoi, mais à 90% le travail qu'on attend de lui, ça peut mettre en péril l'entreprise. Donc l'entreprise, elle peut faire un effort, mais pour 10%, parce que sinon, ça va peut-être la faire mourir. Donc il y a aussi ce double truc, et d'avoir le courage aussi de dire, comme Christian l'a très bien dit, à un moment donné, non, là, ça va pas, et puis peut-être qu'en plus, ça va pas parce que ça n'a rien à voir avec le handicap ou avec le neuroatypisme ou quoi que ce soit, juste ça va pas. Donc et c'est peut-être un des trucs les plus durs, c'est aussi d'être tout le temps dans cette bienveillance, parce qu'il y a que ça qui marche, et en même temps d'être quand même capable aussi de dire non, là ça va pas, c'est pas possible, c'est pas la bonne place pour cette personne, ou il y a quelque chose qui cloche, quoi. Caroline, votre retour d'expérience là sur cet accompagnement, c'est aussi quelque chose qui ressort chez SAP? Oui, très clairement, effectivement, l'accompagnement est clé et ça, on s'en est rendu compte assez vite pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et effectivement, comme Benjamin, il peut arriver qu'on se rende compte que c'est pas le meilleur rôle pour la personne en question, pour plein de raisons, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans un environnement qui peut être assez challengeant, qui se transforme tout le temps, donc avec pas une forte stabilité, etc. Donc, selon les profils, effectivement, on peut faire aussi évoluer les personnes sur d'autres rôles dans l'entreprise. Mais effectivement, l'accompagnement est vraiment clé. Et finalement, comment vous mettez quelles actions vous mettez en place finalement pour valoriser ces programmes d'accompagnement, ces compétences des neuroatypiques? Est-ce que vous avez quelque chose à l'intérieur de SAP qui permet d'échanger là-dessus? Vous nous avez parlé de témoignages. Oui, nous, on a pas mal de témoignages, alors qu'on fait en interne auprès de nos collaborateurs, mais qu'on partage aussi avec notre écosystème. Alors, on travaille avec beaucoup d'autres entreprises, mais que ce soit des partenaires ou des clients. Et on intervient parfois chez nos clients ou nos partenaires où on fait des événements communs, justement, pour sensibiliser autour de la diversité. Et il y a un point aussi très important, c'est que nous, on est convaincus qu'une entreprise comme la nôtre, on produit de meilleurs résultats quand on a des membres d'une équipe qui ont différentes façons de penser, parce que de prendre des décisions, de communiquer, de processer l'information, et ça favorise vraiment l'innovation et ça favorise du coup, je dirais aussi notre manière de nous adapter à nos clients, parce que nous, on adresse tous les secteurs d'activité et ça nous permet aussi de mieux comprendre nos clients, puisqu'on a différents types de profils au sein du groupe. On constate aussi que les équipes qui ont des personnes neurodivergentes remontent plus de demandes de brevets et innovent beaucoup sur les produits. Et on a aussi constaté, je dirais qu'en termes de management, ça augmente l'empathie de l'équipe. Et puis, ce qui est aussi très valorisant, c'est souvent que les équipes très diverses sont finalement soudées, plus structuré, comme on le disait tout à l'heure. Il y a vraiment finalement une fierté de nos salariés de faire partie d'équipes avec des profils divers. Et vraiment, ça crée un collectif assez intéressant. Vous avez des indicateurs que vous avez mis en place pour pouvoir suivre la réussite de ces programmes d'accompagnement, ou vous avez du qualitatif, du quantitatif, des choses comme ça?
Alors, nous, je dirais qu'on se rend assez vite compte si l'équipe se sent bien au global, si la personne se sent bien dans l'équipe, si ça fonctionne avec le manager, s'il y arrive ou pas. Alors, non, on n'a pas tellement de KPI là-dessus parce qu'on ne le traque pas. En fait, bien qu'on soit plein de process, là, on est plutôt sur l'humain et donc on ne traque pas ces éléments-là. D'accord, on est plus sur du qualitatif et du ressenti finalement, exactement. lors de la qualité de vie au travail. Oui, alors effectivement, on a plein d'enquêtes sur tout ce qui est qualité de vie au travail, etc. Mais ça ne ressort pas vraiment de manière précise dans ces enquêtes-là, en fait. Et avec notre tremplin handicap, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour valoriser ces compétences de neuroatypiques dans les entreprises Alors nous, on est assez prudent sur le fait de valoriser certaines compétences par rapport à certains handicaps. Parce que là aussi, du coup, on va entretenir une image, des stéréotypes. Ah ben, eux, ils sont comme ça. Eux, ils sont comme ça. Eux, ils sont comme ça. Et du coup, l'entreprise, ah oui, eh ben moi, je vais plutôt recruter des autistes. Donc, je recrute une typologie de handicap. Dans des cases. Mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quel que soit le handicap, deux personnes qui ont exactement le même handicap n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas les mêmes habiletés. Et donc, nous, on est très prudents là-dessus, et à chaque fois, on valorise les compétences d'un jeune ou d'une jeune dont le profil intéresse l'entreprise. Mais on ne fait absolument pas, on ne veut pas réduire, aussi bien en termes de limites que de compétences, un jeune ou une jeune à son handicap. Ça, je crois que c'est très important, et surtout, on ne veut pas que les entreprises aient ce réflexe-là. Donc, on est très prudent. En revanche, valoriser les compétences de tel ou tel jeune, ce qui est le tel parcours, etc., etc. Alors, évidemment, dans les compétences, il y a aussi tous les parcours que ce jeune ou cette jeune a pu mettre du fait de son handicap. Là, je parle bien de son handicap et non pas de sa situation de handicap. Nous, on avait un jeune qui était très lourdement handicapé, et vraiment très lourdement handicapé, et ce qu'on valorisait, on disait à l'entreprise, mais en fin de compte, là, ce jeune, c'est un vrai chef d'entreprise. Parce que dans une journée, il gérait plusieurs activités de vie, il gérait ses transporteurs, etc., etc. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui savait parfaitement s'organiser. Hein. C'est sûr que quand il fallait venir à un after-work, il valait mieux venir en avance, qu'il ait toutes les informations pour qu'il puisse organiser son déplacement et organiser toutes les personnes qui étaient nécessaires à sa quotidien. Et voilà, c'était lui. C'était lui. Donc, je ne réponds pas directement à votre question, si ce n'est, nous, notre angle de vue, chacun a ses compétences, chacun a peut-être développé certaines compétences du fait de son handicap, c'est même pratiquement certain, et donc c'est ça que nous valorisons, mais on ne veut pas, justement, mettre de nouveau dans des cases, tel handicap, c'est telle compétence. Merci. Benjamin, finalement, pourquoi le Médafora a eu envie de mettre en place le programme indispensable et le programme Neurosources, qui a été suivi par le programme Neurosources? Est-ce que, justement, c'était pour pouvoir valoriser les compétences de chacun ou pour pouvoir valoriser des compétences spécifiques? Ça me permet de rattraper une erreur du démarrage. J'ai oublié de préciser qu'au démarrage, le programme avait été construit aussi avec France Travail. Ça s'appelait Pôle emploi à l'époque. Et que maintenant, c'est aussi soutenu par la Fondation Malakoff. Et donc, c'est hyper important qu'ils soient avec nous. Donc, ça m'embêtait de les avoir oubliés. Donc, c'est cool. Mais je pense que c'est... Je vais encore être très, très opérationnel, je suis désolé, mais il y a clairement deux axes. Il y a l'axe simplement d'avoir envie de faire quelque chose de bien. Et à l'origine, on trouve toujours des gens qui ont soit eux-mêmes un handicap, soit des enfants qui ont eu un handicap et qui ont eu envie de faire quelque chose pour simplement pour aider, pour être humain, pour être bienveillant, etc. Et puis de l'autre côté, il y a une réalité d'entreprise. Et la réalité d'entreprise, c'est que il y a
beaucoup de difficultés recrutement maintenant, il y a toutes ces problématiques de métiers en tension, et donc du coup, les entreprises ont aussi besoin d'aller chercher d'autres types de profils. Et donc le croisement entre ces deux choses-là, l'envie d'aider des gens et puis l'envie d'aider des entreprises à recruter dans des postes où ils ne trouvaient pas, je pense que c'est ça qui a créé aussi l'envie de faire ce projet, et puis avec les quelques petites réussites qu'on a eues, avec l'effet un peu étonnant, bizarre, que souvent ça amène, comme je le disais au démarrage, des gens dans des lieux où peut-être si on avait eu le choix, c'est pas là qu'on les aurait mis, mais c'est là qu'il y a un besoin, donc ils y vont, et puis on essaye de les aider, quoi. Merci. Céline, quand tu entends ces expériences autour de l'alternance et de la neurodiversité, je te voyais réagir sur ce que disait Christian par rapport aux compétences. Ça provoque quoi chez toi, ta vision Ce que disait Christian est extrêmement intéressant parce que je pense qu'on est tous victimes de nos biais cognitifs. Et vis-à-vis du handicap et de la neurodiversité, on a tous des biais cognitifs. Et tu parlais du dossier qu'on a fait dans le numéro 2, qui est le dossier emploi, TD à autisme, l'inclusion à petit pas. Je relisais, c'est pas moi qui ai fait l'enquête, hein, je relisais l'enquête et j'étais extrêmement gênée en relisant les propos du responsable du programme neurodiversité d'une grande entreprise française qui disait ouvrez des guillemets, donc qui parlait d'autistes. Déjà qu'il parlait d'autistes Asperger, moi, autiste Asperger, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Alors vraiment, il faudra m'expliquer un jour. Il y a des personnes autistes. Il y a des personnes autistes avec des retards intellectuels, il y a des personnes autistes qui sont dyslexiques et d'autres qui sont TDA, et des personnes qui ne sont pas autistes qui sont TDA, mais l'autiste Asperger, pour moi, c'est une figure qui m'échappe un peu. Je suis maman d'un autiste, donc voilà. Et c'était vraiment... ils sont formidables. Alors, c'était empreint de bienveillance, hein. Il n'y a pas un moment, mais c'était empreint de bienveillance. Il est tellement empreint d'un biais intellectuel. Ils sont formidables, ils sont hyper forts sur les tâches répétitives. Ok, mon gars. Ils sont, et quoi, et les blondes, elles sont stupides, et les noirs, ils ont le rythme dans la peau, et roumain et voleur, enfin, on va où, quoi, on commence avec des trucs comme ça, c'est absurde, quoi. Donc, il faut vraiment se méfier de nos convictions et des biais. On parle de personnes qui sont l'addition de leur histoire. À un moment donné, on prend un moment donné de leur vie, qui sont des alternes, des jeunes, et on prend un moment donné de leur vie, un individu qui est l'addition de son histoire, du fait qu'il est autiste, du fait qu'il gère comme un chef quand il est en fauteuil roulant ses allers-retours, parce que finalement, c'est effectivement une compétence qu'il a développée, pas grâce, mais à cause de son handicap. Il se trouve que c'est peut-être un jeune homme ou une jeune fille qui est amoureux, qui est amoureuse, qui a autre chose en tête, qui, voilà. Et finalement, il faut vraiment se méfier de nos biais cognitifs, faire un pas de côté et se dire qu'on a en face de nous un être humain qui est absolument unique. Et finalement, si c'était la réponse à toute la gestion des ressources humaines dans les entreprises françaises, je pense que ça serait fantastique. Hein. Complètement. Encore une fois, on s'aperçoit que quand on agit pour l'intégration, l'insertion, l'inclusion de personnes en situation de handicap, celui qui agit, ceux qui agissent vont développer des compétences qui sont transposables auprès de n'importe qui. C'est l'histoire de la télécommande qui a été inventée pour les tétraplégiques. Aujourd'hui, on est incapable de se passer de télécommande. Et on n'est pas tous tétraplégiques. C'est le SMS qui a été créé pour les personnes sourdes. Et on pourrait en citer comme ça tout un tas. Eh bien, un manager, une équipe qui intègre une personne en situation de handicap issue de la neurodiversité, je disais tout à l'heure, vous savez, moi, ça m'a enrichi terriblement. C'est un manager qui s'enrichit auprès de toutes ces équipes, auprès de tous ces collaborateurs, de toutes ces collaboratrices. Ça, c'est la grosse force du handicap,
c'est que si on veut se donner la peine de réfléchir, de se re-questionner sur ses postures, ses attitudes, etc., on s'enrichit et c'est au service de tout le monde. On arrive à la fin de cette table ronde. Lucas, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient passées. Est-ce que tu en as une ou deux à sélectionner ou tu pourrais poser à nos participants? Oui, tout à fait. On a aussi une question, il me semble, du public. Nombreux et on délivre. Je ne sais pas si on peut dire question, mais pour vous démontrer, parce que je suis TDAH, avec un diagnostic tardif. Trouble de la personnalité, TDAH, et j'ai un handicap physique en plus de ça. Donc, moi, je vous redire un petit peu parce que vous avez dit, parce qu'en effet, on n'a pas forcément vu pour nos qualités et pour nos contraintes. C'est fortement dommage. Est-ce que pardon, je ne rapproche pas mon micro parce que ça. Ah, on va pas. En plus, il faut le mettre. Oh, parce que je me rapproche comment? Sinon, vous nous dites votre question. Et... Non, C'est un témoignage. Plus témoin. Comme quand j'étais là, je suis là, je suis dans le. On va y aller. Je crois profondément à l'alternance comme levier de justement d'insertion parce que ça permet aussi aux jeunes. Moi, c'est ma grosse difficulté du le diagnostic tardif, de savoir que j'avais un TDAH, de savoir comment je devais fonctionner, de quoi j'avais besoin et qu'est-ce que je devais dire en face de moi. Donc, on ne m'a jamais posé de questions et moi, je n'ai jamais su répondre. Parce que je croyais que je ne pouvais pas. Aujourd'hui, un manager qui m'envoie un flot d'informations, je sais lui dire ça. Il faut que je prenne des notes. Et je le reprends et je lui repose une question. Avant, je ne savais pas, j'étais perdue, et j'angoissais. Alors, il n'y a pas de poste par handicap. Merci. Je suis désolée là-dessus, mais j'ai été 15 ans d'expé en cabinet de conseil en informatique pour la finance de marché. J'étais chargée de recrutement, directrice commerciale. En tant que TDAH, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu, parce que j'ai fait une multitude de tâches en même temps. Et c'était génial. Effectivement, je pense que c'est dire qu'il n'y a pas de poste à mettre face à un handicap, c'est juste essentiel. Une deuxième question, Lucas. Alors, quel retour avez-vous des entreprises sur l'impact de ces recrutements en alternance? Donc, quel retour chez SAP, l'impact de recrutement de personnes neuroatypiques en alternance? Qu'est-ce que vous avez comme retour dessus? C'est-à-dire l'impact dans les équipes. Je crois que vous nous en avez un peu parlé. Oui, je crois que j'en ai parlé. Les changements dans les équipes, des choses comme ça peut-être. Ouais. Oui, enfin, je ne peux pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais je sais pas. Et au MEDEF, les entreprises que vous avez accompagnées, alors j'aurais envie de cibler un peu les petites entreprises. Quel retour elles en font? Je dirais, bon, c'est vrai que je l'ai déjà un peu dit aussi, mais malgré tout, je dirais qu'il y a deux cas, je vois deux cas très clairement. Le premier, c'est celui où ça s'est vraiment bien passé, où ça a permis à tout le monde de mieux communiquer, de mieux se comprendre. On sent que l'état d'esprit a changé et on est content. Et ça a été plus ou moins efficace en termes d'opérationnel, mais en tout cas, ça a fait du bien et l'équipe tourne mieux maintenant. Et donc, du coup, on a des retours en mode, mais c'est génial, etc. Et les situations où, parce que tout n'est pas toujours rose, où ça a moins bien marché, c'est plutôt un sentiment de, malgré tout, la personne reste pas performante. On a tout essayé, on a fait ça, on a écouté ce que vous nous avez dit, on a essayé de faire ceci, etc. Et du coup, ça se passe. Mais malgré tout, c'est quand même compliqué. Et puis, il y a ça qui marche toujours pas, et puis, etc., etc. Et donc, une espèce de... une déception qui reste, parce que peut-être on s'attendrait aussi à des miracles ou à que systématiquement, ça aille mieux, etc. Donc, dans les moins positifs, il y a ça un peu. Une espèce de truc de, OK, j'ai envie de dire du râlage, quoi. Finalement, ceux qui sont pas dans ce neuroatypisme qui disent, finalement, c'est toujours moi qui dois faire plus de taf. Je pense que c'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils vivent et qui continuent à vivre, malheureusement. Donc, on a aussi cet aspect moins positif qui arrive parfois, quoi. Ok, merci.
Si je peux répondre à la question en termes d'impact, je crois qu'une alternance, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la personne qui fait une alternance, qu'elle soit réussie ou pas, elle doit avoir un impact en termes d'enseignement pour l'avenir. Ça, c'est vraiment important. Ce qui nous concerne pour le jeune ou pour la jeune, un enseignement sur ses compétences, sur la mobilisation de ses compétences en entreprise, sur sa mobilisation dans les apprentissages, dans l'acquisition de ces apprentissages, sur sa posture dans le monde professionnel, encore une fois, que ce soit une réussite ou un échec. Et pour le tuteur, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous, on voit bien, c'est pour ça aussi qu'on fait un suivi, c'est que ça nous est arrivé d'avoir les deux réactions, principalement, mais vous avez un manager, ça se passe très bien, il va vous dire, ah oui, oui, maintenant, moi, je suis prêt à embaucher tous les autistes de la France. Et à l'inverse, ça ne se passe pas bien, et dire, non, moi, je ne veux plus jamais de vie. Dans un cas comme dans un autre, c'est une très mauvaise réaction. Le but, c'est, encore une fois, non pas de tomber dans des stéréotypes, dans des biais cognitifs, c'est de dire, attendez, pourquoi là, ça ne s'est pas bien passé? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour le jeune et la jeune? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour le manager, pour l'entreprise? Et si ça s'est bien passé, pareil, n'allons pas trop vite. Pourquoi ça s'est bien passé? Peut-être tout simplement parce qu'on a eu un jeune ou une jeune qui a été en capacité de répondre, de se mobiliser, le boulot lui a plu, etc. Et puis, ça se trouve, ça a échoué parce qu'il y avait un jeune ou une jeune qui avait les mêmes capacités, mais ça ne l'a pas intéressé. Et finalement, c'est se dire que voilà, on revient aux compétences de la personne et pas à sa définition par son handicap. Je pense que c'est une belle conclusion. On va arrêter là notre table ronde. Caroline, est-ce que vous auriez un dernier mot à nous dire pour conclure? Moi, je pense que c'est de dire qu'ensemble, on a le pouvoir peut-être de transformer nos pratiques, créer des espaces de travail où chaque individu peut s'épanouir pleinement, quelle que soit effectivement cette neurodiversité typique, neuroatypique. Merci. Benjamin, un petit mot de la fin? Non, ça me va bien. Je garde celui de Caroline. Mot de la fin, moi, je crois que, je l'avais dit, hein, que l'alternance est un très beau parcours pour les jeunes en situation de handicap, pour d'une part augmenter leur qualification tout en augmentant leurs compétences professionnelles. Et nous, les jeunes que l'on rencontre, qui sont en situation de handicap, qui, c'est vrai, beaucoup sont dans cette catégorie de la neurodiversité, ils se disent, il y a souvent un manque de confiance en eux, et donc ils se disent, je fais l'alternance, peut-être que je n'aurai pas mon diplôme, mais grâce à l'alternance, je pourrais valoriser du temps et de l'expérience professionnelle. Alors que si je ne fais pas l'alternance, je n'ai pas mon diplôme, et du coup, je ne peux rien valoriser. Céline. Donc, croyez en l'alternance. Céline. Oui, je suis assez d'accord avec mon voisin. Je pense qu'il y a un enjeu. Alors, je ne connais pas bien les enjeux de l'alternance, mais je pense qu'il y a un enjeu essentiel, c'est de redonner à ces jeunes confiance en eux. Ce que l'institution scolaire, quand même, pour beaucoup, SAP. Alors, on ne peut pas faire généralité, il y a des écoles qui font un travail formidable, mais quand même, beaucoup d'enfants sortent très abîmés de l'institution scolaire. Et c'est vrai qu'avoir un enfant qui reprend à travers une alternance ou une formation, on parle d'alternance, une confiance en soi et une fierté de ce qu'il est quelque chose qui est vraiment extrêmement important parce qu'on a des enfants qui, même quand ils réussissent des choses, ont une espèce de sentiment d'illégitimité. Donc, si toutes les situations qui poussent ces jeunes à avoir un sentiment de légitimité dans leur succès, c'est formidable. Merci beaucoup pour ces conclusions. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Nous allons
clôturer cette table ronde sur ces belles paroles. Merci à tous et puis Merci beaucoup. à bientôt pour une prochaine Merci table ronde. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.